La République centrafricaine est l'un des pays au monde qui fait face depuis plusieurs décennies à des menaces liées à la prolifération d'armes à feu. Le contexte indique que les conflits en République centrafricaine ont favorisé l'utilisation d'armes légères à très grande échelle. Et selon de nombreux chercheurs, plus de 50% des victimes de ces armes sont des civils, dont la majorité des femmes et d'enfants. Selon les chercheurs de la Croix-Rouge internationale, sur 101 conflits armés internes qui se sont déroulés entre 1989 à 1996, les armes portatives étaient pratiquement les seules armes utilisées et qui ont causé plus de 3 millions de morts. Et ça, je vous renvoie au rapport du CICR en 1999, la page 16, des pages 16 à 17. Cela démontre à suffisance que même si les armes légères et de petit calibre ne provoquent pas directement les guerres, leur grande disponibilité et leur coût accessible par tous les rend plus meurtrières. Comme ce sont des produits manufacturés, chaque année, des millions d'armes de petit calibre sont produites et commercialisées. Malheureusement, par la voie du trafic illicite, de nombreuses armes tombent entre les mauvaises mains. L'acquisition incontrôlée et l'accumulation excessive contribuent également à une hausse d'instabilité, de la criminalité et des violations des droits humains. En République centrafricaine, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait au quotidien que c'est la prolifération des armes qui prolonge les conflits et rend difficile leur résolution jusqu'aujourd'hui. Elle nuit au respect du droit et au manque de respect de la loi. Puisque quand on tient une arme, on n'a pas besoin de la loi. On fait ce qu'on veut avec cette arme. Elle menace les gouvernements légitimes. Tout le monde le sait, que les coups d'État se font avec des armes. Elle favorise le terrorisme. Elle entretient la criminalité organisée, les transfrontalières, au point que l'exercice de la violence armée est devenu un gagne-pain, un profit, voire un métier pour beaucoup de nos concitoyens, voire des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Comme conséquence, on remarque que pour se protéger, des citoyens ordinaires s'organisent en autodéfense individuelle ou collective, aggravant ainsi l'accumulation du port d'armes illégales. Et de façon légale, la détention d'armes n'est pas interdite, parce que c'est un produit commercial. Elle doit se faire, mais elle doit se faire conformément à une réglementation. C'est ce processus de perte de contrôle et de détention, surtout de l'usage des armes, qu'il est convenu de qualifier le phénomène de cette perte de contrôle, de prolifération des armes légères et de petit calibre. Ainsi, il est donc indispensable de bien contrôler l'acquisition, la détention et la circulation des armes afin d'éviter leur dissémination, surtout dans un pays post-conflit. S'il en est le cas, donc, la sensibilisation du public est très importante, car le but de rechercher dans tout projet de stabilité d'un pays s'inscrit dans une vision de sécurité globale, pour ne pas dire de sécurité humaine. Donc la sensibilisation du public consiste donc à accroître la connaissance et la compréhension des questions liées à la prolifération. Le plus souvent dans le but de susciter l'appui populaire, de promouvoir le dialogue, de mobiliser la volonté de l'engagement politique à agir et à renforcer la confiance au sein d'un État. La formation, bien entendu, des agents de sensibilisation du public
et la préparation des manuels de formation peuvent, comme outil, contribuer à appuyer ces efforts-là. La sensibilisation du public est également un volet des efforts visant à prévenir la prolifération illicite et le trafic des armes légères et de petit calibre. Sur le plan éducationnel, la sensibilisation du public peut permettre de changer les attitudes et les comportements du public en matière de possession d'armes. Elle est le fondement d'une culture de paix. Par exemple, à travers la réconciliation des communautés qui disposent des armes et qui se battent entre elles, et le renforcement surtout de la confiance. C'est pourquoi des efforts spécifiques de sensibilisation à travers, par exemple, la destruction d'armes, comme nous l'avons fait en 2020 dans le cadre de l'initiative Faire taire les armes par l'Union africaine, en est un exemple. Cette destruction peut promouvoir la transparence, parce que quand quelqu'un remet son arme, il sait que cette arme, finalement, ne va plus retomber dans des mauvaises mains. Et surtout contribuer à renforcer la culture, voire la culture, le processus de paix, s'il y en est un dans un pays. C'est pourquoi elle doit impliquer tous les acteurs de sécurité, les collectivités territoriales, les confessions religieuses, ce sont des leaders d'opinion, les organisations de la société civile, pour promouvoir ensemble une compréhension pratique des notions de possession et de gestion, responsable des armes à feu, possédées parfois à titre privé par les communautés et en général par les propriétaires d'armes. Ce qu'il faut finalement retenir, c'est que la sensibilisation du public est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un petit secrétariat technique qu'on a créé et mis quelque part. Ce n'est pas seulement ce secrétariat qui doit faire tout le travail de sensibilisation, puisque c'est une question qui concerne tout le monde. La sensibilisation concerne le secteur de sécurité. Parce que si le secteur de sécurité ne comprend pas, a une mauvaise compréhension du mécanisme, l'objectif recherché ne sera pas atteint. La sensibilisation concerne aussi certains départements compétents de l'État qui délivrent les autorisations. La société civile, qui est plus proche des problématiques de la population en tant qu'organisation. Les dirigeants traditionnels, qui sont aussi des leaders d'opinion, qui souvent ont une fonction de médiation quand il y a une crise qui intervient entre les communautés. Les politiciens, ils sont aussi acteurs de la sensibilisation. Parce que quand on veut une politique de développement dans un pays, ça doit se fonder sur une vision de paix et de stabilité. Et surtout les partis politiques qui sont des formations qui doivent animer la vie sociale. Et sachant très bien que les armes constituent un handicap au développement ou à la paix, donc ils sont invités aussi à comprendre les mécanismes de bonne gestion et de contrôle de l'armement dans un pays. Bien entendu, les médias, qui sont les vecteurs de diffusion d'informations. Si les médias ne comprennent pas très bien le mécanisme, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi dire à la population à travers les instruments qu'ils utilisent? Les parlementaires, ceux qui votent les lois. Puisqu'il y a des instruments internationaux qui réglementent tout le travail de fabrication et ainsi de suite. Si les parlementaires eux-mêmes ne maîtrisent pas la problématique, comment ils peuvent voter des politiques ou des lois qui seront utiles au développement d'un pays? Et les militants de nos différentes organisations, que ce soit des organisations philosophiques ou des organisations politiques et des individus. Vous voyez, le champ est vaste, c'est un travail qui concerne tout le monde. À cet effet, si c'en est le constat, quelle est la réponse du gouvernement face à ce phénomène dit de prolifération en République centrafricaine? Très brièvement, je m'en vais vous donner
vous dire, partager avec vous ce que le gouvernement a fait pour lutter contre ce phénomène qui freine l'épanouissement de notre pays. D'abord, sur le plan des instruments internationaux. La République centrafricaine est signataire de plusieurs instruments internationaux et régionaux contraignants en matière de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Donc il y a un cadre juridique international qui existe, où tous les États membres du système des Nations Unies doivent s'engager. Au plan national, la République centrafricaine, jusqu'en 2020, ne disposait pas d'une législation harmonisée avec ces instruments internationaux et régionaux, pourtant ratifiés. Quand c'est ratifié, ça doit se domestiquer dans la législation locale et appliquée. Et ce qui avait pour conséquence la fragilisation de sa capacité et la réduction de ses moyens à lutter efficacement contre ce fléau. Pour faire face à ce défi, le gouvernement a créé en 2017 une structure nationale dédiée à cette lutte. Elle s'appelle de manière conventionnelle Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Dans d'autres pays, c'est un organe qui est rattaché soit au ministère de l'Intérieur, d'autres à la présidence de la République. C'est le choix que la République centrafricaine a fait. C'est pourquoi la Commission nationale est rattachée directement à la présidence de la République sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État. Pour mémoire, permettez-moi de vous rappeler que le 4 avril 2018, à Bangui, à l'occasion de la conférence régionale sur la mise en œuvre de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres, de leurs munitions et de toutes pièces et composants pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, dite Convention de Kinshasa, parce que c'est l'instrument qui réglemente les 11 États de la CEEAC, dont la République centrafricaine fait partie. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, déclarait ceci le 4 avril lors de cette conférence régionale. Je cite: la prolifération des armes légères et de petits calibres pose un problème persistant à la paix et la restauration de la sécurité. Car le détournement et les vols commis sur les stocks mal sécurisés ont permis aux insurgés, aux groupes armés, aux bandes organisées et aux organisations criminelles d'accroître considérablement leurs forces, de détruire la faune, la flore et d'accentuer le pillage des ressources naturelles. L'insuffisance des moyens de contrôle de ces armes et munitions engendre un impact négatif sur la paix, principalement sur les efforts de stabilisation et sur le développement socio-économique. Fin de citation. Depuis 2019, la COMNAT ANPC a démarré le processus de son opérationnalisation, conformément au mandat qui lui est confié dans plusieurs domaines qui figurent dans la stratégie nationale et également dans le plan d'action national. Dans le plan d'action national, 2 activités sont prioritaires, à savoir, la première activité, c'est la révision de la loi de 1961 en matière d'armes pour renforcer la capacité de lutte contre la prolifération. C'est ce dont j'ai fait mention tout à l'heure. Comme résultat, la loi numéro 20-021 du 7 août 2020 a été adoptée et promulguée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Les décrets d'application de cette loi sont à présent en cours d'élaboration par un comité de rédaction et les avant-projets de ces décrets seront soumis au gouvernement dans les prochains jours pour adoption et publication. Deuxième activité prioritaire, c'est l'appropriation nationale. C'est le lieu de vous remercier encore une fois d'être présent à cette conférence de presse. Si une loi est déjà adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée et entrée en vigueur, en principe, il y a un sacro-saint
une compréhension commune. Généralement, les juristes savent dire cela mieux que nous, que nul n'est censé ignorer la loi. Quand la loi est promulguée, elle entre en vigueur, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le principe de base. Mais, connaissant les difficultés de communication dans notre pays, il nous semble indispensable de sensibiliser les populations, le public, les citoyens et les acteurs étatiques sur le contenu de cette loi. C'est l'un des objectifs de cette campagne de sensibilisation du public qui s'adresse à tous les acteurs, y compris les utilisateurs finaux d'armes, sur les dangers de la détention illégale et surtout de l'usage abusif de ces armes et autres engins explosifs sur le territoire national, avec pour objectif principal d'inciter les présumés détenteurs illégaux à les remettre volontairement. À les remettre volontairement en échange de la sécurité. Pourquoi en échange de la sécurité? C'est là où souvent se pose le problème. Pendant la crise, ma famille était menacée, j'étais menacé, et je me suis débrouillé pour avoir un moyen de protection. Et maintenant, vous venez, vous me demandez de remettre cette arme volontairement. Pourtant, je l'ai peut-être acheté quelque part, ainsi de suite. Ou, ben voilà, j'ai trouvé une arme et je l'ai gardée chez moi, on ne sait jamais. Parce qu'on imagine que peut-être dans ma zone, dans mon quartier, la sécurité n'est pas totalement assurée, et bien je vais en faire usage en cas de menace. Mais ici, nous pensons que la remise est en échange de la sécurité. Parce que nous estimons que la sécurité est indispensable à tous. Chacun de nous, même dans la vie quotidienne, a besoin de la sécurité. Même pour se déplacer. Qui n'a pas besoin de la sécurité? Qui n'a pas besoin de circuler librement pour vaquer à ses occupations? C'est une cause nationale, la question de la sécurité. Et aussi, elle dépend du développement. Parce que sans sécurité, ben, c'est difficile de mener les grands projets, les chantiers qui sont élaborés pour l'avancement du pays. Donc, si on demande à la population, au public, à tout détenteur illégaux, on le dit bien. Parce qu'il y a des gens qui ont le mandat, la mission d'avoir des armes pour l'exercice de leur mission. Ça, il y a une guide de gestion qui est en préparation, qui précise très bien le mode d'utilisation. Et ça aussi, c'est un domaine où nous allons travailler dessus avec les utilisateurs finaux, ceux qui reçoivent les armes étatiques ou des armes pour des missions spécifiques. Là, il ne se pose pas de problème. Mais là où le problème se pose, c'est surtout ceux qui ont accumulé des armes de guerre de tout calibre chez eux et qui parfois utilisent de manière disproportionnée. Donc, chacun de nous a besoin de la sécurité. C'est un acte citoyen. Quand le pays va mal, et c'est là où c'est aussi important de se rappeler que, étant citoyen, on a aussi des devoirs. Quand le pays va mal, quand le pays est confronté à un défi majeur qui bloque son épanouissement, il faut bien un sursaut. L'histoire de l'humanité nous a toujours montré qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont fait des sacrifices pour créer les conditions favorables d'un lendemain. Et ce sont les contemporains qui doivent faire ce sacrifice. Donc il faut un sursaut. Il faut agir, et notre message à tous les détenteurs illégaux, c'est de changer de paradigme. C'est-à-dire de changer d'attitude, changer de comportement, de penser à l'avenir des générations futures.
Nous avons en majorité tous des familles, des enfants. Et le bonheur ou la seule chose qu'on peut livrer aux générations futures, c'est quand même un pays dans lequel ils peuvent vivre au moins en stabilité et en sécurité. Et sachant très bien que les conflits font partie de la nature humaine, mais il y a des mécanismes qui permettent de gérer ces conflits. Quel pays voulons-nous léguer à nos générations futures? Ça, c'est ça qui doit être le mot d'ordre pour nous, pour amener les armes aux autorités nationales. C'est le pari de cette campagne que beaucoup pensent d'utopique, mais il faut bien de l'utopie pour commencer, pour passer à la réalité. Il faut bien rêver, conceptualiser avant de mettre en œuvre.